Bonjour à tous et bonjour à toutes sur ce webinaire que nous organisons conjointement avec Nathalie sur le thème Résilience, qui es-tu? Comment te développes-tu? Alors on va commencer par se présenter assez rapidement. Nathalie, à toi l'honneur. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nathalie Estella, je suis executive coach en bon français, ce qui veut dire que j'accompagne des dirigeants à la fois dans des grands groupes et également dans des startups. Et je suis professeure affiliée à ESCP Business School, dans lequel je dirige le certificat Accompagner la transformation digitale des organisations. J'ai le plaisir de travailler avec Philippe depuis un certain nombre d'années maintenant. Très bien, bah, Philippe. merci Nathalie. Moi je suis donc Philippe Plisson, directeur associé chez Pradicus. Je suis également coach exec. Et donc, nous avons travaillé, comme le disait Nathalie, sur plusieurs sujets, plusieurs dispositifs avec des clients majeurs ces dernières années. Mais de façon plus générale, Nathalie est une partenaire privilégiée de Praditus, l'entreprise que je représente aujourd'hui, sur des dispositifs que nous faisons conjointement avec l'expertise de Nathalie d'un côté en tant que coach et l'expertise de Pradicus sur la psychométrie, la connaissance de soi, la formation sur les soft skills de façon plus générale. Alors, je vous propose, je vois que vous arrivez progressivement les uns après les autres. Cette bonne guerre, ça ne fait que 2 minutes que le webinaire a commencé. Mais on va avancer quand même tranquillement dans notre programme aujourd'hui parce que le sujet finalement est très ambitieux. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de synthétiser, mais il y a beaucoup de choses à dire. On vous propose le programme suivant. Donc d'abord, on va passer un petit peu de temps à définir cette fameuse résilience qui est dans le domaine des soft skills probablement ce qui pourrait ressembler dans le monde des médias à un marronnier d'une certaine façon, mais qui a besoin d'être traité. Il est essentiel surtout en temps de crise et il est surtout passionnant. Et puis le deuxième point, ça va être de parler de ces fameuses compétences qu'on peut identifier et développer pour justement développer sa résilience. On va voir qu'il y a deux angles ces compétences-là. Il y a des compétences qui sont plus personnelles et d'autres qui vont se jouer de façon sociale avec un groupe. Et puis, pour continuer, bon, bah, on va effectivement se parler de ces compétences et recevoir vos feedbacks pour savoir lesquelles vous trouvez les plus pertinentes, auxquelles vous croyez le plus. Et enfin, on va vous expliquer comment, de façon opérationnelle, on entend pouvoir travailler sur ce thème-là, la résilience, avec Praditus et les dispositifs qu'on met en place, mais également sur d'autres types de modèles. Voilà, ceci étant dit, est-ce que j'ai bien résumé l'agenda, Nathalie? Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose avant qu'on passe à notre premier petit sondage du jour? Non, oui, pas d'ajout, simplement peut-être une reformulation sur ce que vous pouvez retirer de ce webinaire. Vraiment une clarification de ce concept très à la mode aujourd'hui, hein, qui est très protéiforme, la résidence. Et puis vraiment des leviers d'action très opérationnels sur comment la développer, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Exactement. Alors, ce qu'on vous propose de faire pour commencer, c'est que je vais lancer un petit sondage, tout simplement pour voir où est-ce que vous en êtes de votre perception de votre propre résilience. Donc, comment jugez-vous aujourd'hui votre propre niveau de résilience? Mettre en ligne. Attendre. Ouais. Ça, c'est vraiment une question intéressante avant même d'avoir défini la résilience. Pourquoi? Parce qu'on a tous une représentation de cette notion qui, encore une fois, est très à la mode aujourd'hui et sur laquelle il y a énormément de papiers, que ce soit dans la presse généraliste ou la presse spécialisée. Complètement. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que de ce que je peux voir pour l'instant,
vous êtes quand même assez confiant sur votre résilience. C'est quand même le fort qui est en lead avec 50% pour l'instant, le moyen juste après à 41%. Donc voilà, donc personne quasiment sur le très fort, donc quand même un peu d'humilité dans la réponse, c'est bien, mais peu de personnes qui se sentent en détresse, puisque le très faible est à 0 et le faible à 3%. Donc quand même une bonne confiance dans la salle virtuelle, j'ai envie de dire. Enfin, moi, j'ai développé, tu vois, Nathalie, avec le temps, une nouvelle compétence sur l'animation sur plateau webinar. Voilà. Très bien. Voilà, alors, on va s'arrêter là. Les votes ont été partagés. Le résultat de ce petit vote, c'est que oui, vous êtes quand même assez confiant avec 50% qui pensent avoir un niveau de résilience significatif. Et puis 43% qui sont plus mitigés, un score moyen. Très bien, bah, ça justifie quand même le fait qu'on y passe un petit peu de temps. On espère pouvoir du coup vous aider à renforcer vos compétences dans ce domaine-là. Ce que je vous propose maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de commencer à passer en revue les différentes compétences qu'on a identifiées donc, à la suite d'une recherche, recherche, revue de littérature, mais également ce qu'on a identifié dans nos propres missions conjointes ou séparées avec Nathalie. Alors, je vais commencer par pour commencer sur ces compétences, on avait dit on va quand même passer un peu de temps à définir ce sujet de la résilience pour être bien sûr. Donc, la résilience se définit au départ en mécanique physique par le retour à la normale après un choc. Donc globalement, quand un métal reçoit un choc, le principe de résilience, c'est à quel point il est en mesure de revenir à son état antérieur. Alors, ce qui est trompeur, c'est derrière cette définition qui est ultra nette, puisqu'effectivement, on sent bien, la compréhension est quasiment immédiate avec cette image. Ce qui est quand même trompeur, c'est qu'on retourne à un état antérieur. Or, dans la résilience telle qu'on la vit aujourd'hui, avec une crise complexe comme celle du Covid, en réalité, il y a des enjeux liés à la transformation, des enjeux liés au changement. Et c'est ça qu'il faut garder en tête pour parler et traiter de la résilience, c'est qu'il faut accepter cet enjeu de changement et de transformation pour pouvoir imaginer les bons plans d'action, les bons plans de développement à mettre en place pour renforcer cette résilience et non pas s'imaginer juste un retour à un état antérieur. Oui, peut-être que ce qu'on peut ajouter, Philippe, c'est qu'on retrouve bien cette double notion dans la résilience en anglais, puisqu'en anglais, vous avez deux termes. Il y a la resilience, qui est un état, et puis il y a la resiliency, qui est un mouvement, en fait. Et donc, appliqué en entreprise, en effet, la résilience aujourd'hui parle d'une capacité à développer une certaine plasticité pour pouvoir s'adapter à un environnement qui, nous le savons tous, est désormais VUCA, et donc pas du tout de revenir à l'état initial, mais au contraire d'être capable d'avoir une forme extrêmement plastique et adaptable en fonction de cet environnement. Alors, je crois qu'on n'entend plus Philippe, en fait, donc je ne sais pas ce qui se passe. Je suis de retour. Petit problème technique. Il est de retour. Alors, je recommence. Alors, la première compétence qu'on va travailler pour renforcer la résilience, c'est le fait de se sentir en confiance. C'est développer son sentiment de confiance. Alors, c'est un vaste sujet, mais il y a néanmoins plusieurs axes possibles et assez clairement identifiés
pour le faire. Donc, le premier point passe par la persuasion sociale, c'est-à-dire le fait d'être en mesure de convaincre autrui sur des choses qui nous tiennent à cœur, renforce le feedback positif qu'on va recevoir de notre environnement, et ça va nous renforcer narcissiquement et ça va nous permettre de renforcer notre confiance. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait d'avoir des expériences de réussite. Et c'est pour ça que souvent, on parle d'adresser des défis, des challenges, d'une certaine façon, en les découpant en petits morceaux qui soient davantage adressables pour emmagasiner des succès, des petits succès qui finalement deviennent grands. C'est vrai que, notamment en coaching sportif, on parle beaucoup de ça. Encore récemment, lorsqu'on écoute, pour les fans de tennis qui écoutent Roland Garros, on parle régulièrement de joueurs qui reviennent tournoi plus bas pour reconstruire un cycle de réussite sur des matchs moins difficiles globalement. Bon, bah ça, dans la vraie vie, pour les personnes qui ne sont pas tous professionnels de tennis, ça se joue exactement de la même façon. Ensuite, il y a les apprentissages au quotidien qui sont finalement des petites expériences de réussite également. Et de façon plus générale, et ce qui fait le lien avec l'apprentissage, c'est ces stimulations psychologiques et physiologiques qui permettent de garder une activité importante, intéressante, récurrente, et qui permet cette mobilisation de renforcer, d'augmenter le nombre d'apprentissages, d'augmenter le nombre d'expériences de réussite qui dépend de cette activité, et donc la confiance. Donc ça, c'est le premier point. Alors, Nathalie, quel est le point 2 que tu souhaiterais mentionner? Alors, le point 2 sur lequel j'aimerais vraiment insister ici, c'est un point sur lequel il y a aujourd'hui beaucoup de témoignages et de prises de parole autour de donner du sens. Donc aujourd'hui, on a des entreprises à mission, certaines y parviennent, d'autres font des tentatives qui sont avortées, mais en tout cas, cette notion de donner du sens pour soi et pour son action pour soi-même, mais aussi par rapport aux collaborateurs, est une action essentielle. Et alors pourquoi mettre l'accent là-dessus? Parce qu'en fait, donner du sens, cela va de soi, le sens au double sens de signification d'ailleurs, hein, au sens de direction et de signification. Mais ce n'est pas un mouvement naturel. On le voit bien là, durant la crise Covid que nous continuons à traverser. Peu d'entreprises, en fait, ont mis en place des dispositifs pour les collaborateurs pour qu'ils prennent du recul, pour qu'ils puissent faire le point sur ce qu'ils ont appris durant cette crise, durant cette forme de travail hybride qui a été si difficile à mettre en œuvre et qui, dans certaines entreprises, continue à l'être. On voit bien que ce mouvement de prendre du recul pour pouvoir rebondir n'est pas un mouvement évident d'entreprise, puisqu'en entreprise, tout de nous est concentré sur y aller, faire les choses et aller de l'avant. Donc la prise de recul et ces temps réflexifs qui ne sont pas des temps productifs n'est pas un mouvement évident. Et il me paraît très important que ce soit pour les managers, pour la fonction RH, d'organiser ces sas de prise de recul qui permettent de chausser des lunettes et de donner le sens que l'on veut donner à l'action. Qu'est-ce qu'on a appris de la période et comment on a envie de projeter la période passée dans la période future. Et ça, c'est consubstantiel de la résilience. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment dans la résilience l'idée que c'est une dynamique permanente. Et donc, que ces essais-erreurs, pour faire en sorte qu'ils soient dans une dynamique particulièrement constructive, il y a vraiment à faire ce double mouvement de regarder dans le rétroviseur et se projeter dans le sens que l'on a envie de donner et qui doit être particulièrement constructif, évidemment, et non pas broyer du noir sur le fait que ça a été difficile et ça va continuer à l'être, puisqu'on sait bien qu'une partie de l'énergie que l'on va retrouver dans notre action est conditionnée par l'énergie que l'on met positive dans notre propre action. Ensuite, ce qui me paraît important, peut-être avec un hashtag 3, c'est cette notion d'agir et de piloter. Pour pouvoir être résilient, il y a l'idée de sortir, de subir. On voit ici une image de quelqu'un qui a la barre de bateau. Eh bien, la barre du bateau, c'est vraiment
l'idée qu'on n'est pas mu par les vents qui sont en présence en mer, mais on a vraiment la main sur la barre du bateau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas faire face aux événements, ne pas procrastiner et aller dans l'action en acceptant qu'il y a dans cette action une partie qui y est contrôlable, que l'on va piloter, et une partie qui n'est pas prévisible et qui fait que nous sommes de toute façon soumis à des aléas que nous ne pouvons pas prévoir. Donc, c'est mettre sous contrôle la part qui peut l'être et s'ouvrir au fait qu'une partie de ce qui va se passer est soumise aux aléas. Alors ça révolutionne évidemment la manière dont sont pilotées les organisations, hein, puisque ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Dans l'organisation, le système de planification et de prévision drive toute une partie de l'activité, alors qu'aujourd'hui, on le voit bien, Philippe, dans tous les projets de transformation que nous accompagnons, les entreprises qui tirent leur épingle du jeu dans la transformation et qui du coup sont résilientes, eh bien, sont celles qui acceptent de se lancer dans des choses qui sont absolument pas prévisibles ni prévues. Peut-être si on poursuit cette aventure et pour poursuivre cette idée de donner du sens positif à son action, évidemment, dans la résilience, il y a l'idée que demain sera à minima aussi bien qu'aujourd'hui et voire même beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Donc, se projeter dans l'avenir de manière positive, encore une fois, c'est une idée très répandue dans toutes méthodes d'accompagnement, hein, c'est l'idée qu'on crée soi-même, par la nature de ses pensées, de ses sentiments et de ses émotions, l'avenir que nous allons vivre. Donc, si j'ai des sentiments et des émotions positives, eh bien, je vais attirer à moi des événements positifs. Ça, c'est vrai à la maille d'un individu comme à la maille d'une organisation. Hein. L'organisation qui se vit en concurrence difficile, qui se sent dépassée par ses concurrents, va avoir plus de mal à tirer son épingle du jeu qu'une organisation combative qui dit je ne sais pas encore si le business model va marcher, mais on va y aller parce que ça crée un avenir positif. Et on voit bien là dans je ne sais pas s'il faut parler de crise ou de post-crise Covid, hein, puisqu'on est un peu dans cet état entre deux, que les stratégies d'entreprise sont assez différentes à cet égard. Certaines se projettent de manière extrêmement constructive avec le renouvellement de leur business model, avec aller chasser des nouvelles parts de marché sur des secteurs sur lesquels ils n'étaient pas précédemment, alors que d'autres vont se replier plus dans des stratégies d'optimisation et de réduction des coûts. Et évidemment, ça n'a pas le même effet sur les collaborateurs et sur la manière dont ils vont se projeter individuellement ou dans leur collectif vers l'avenir au sein de cette entreprise. C'est vrai, pour commenter rapidement sur ce point, dans ce qu'on voit dans nos missions, cette compétence, on nous demande souvent de l'expliciter davantage parce que dans la logique visualisée positivement, parfois on nous dit d'accord, mais est-ce que c'est pas une partie constitutive de la personnalité d'être positif ou pas positif? Non, il s'agit quand même d'une compétence claire dans le sens où le fait d'identifier des opportunités, comme le disait Nathalie, c'est une vraie capacité à envisager des possibles et à emmener une équipe avec soi ou une communauté avec soi. Et effectivement, en tout cas, il y a un lien très clair avec le niveau d'ouverture qu'on peut avoir. C'est-à-dire être ouvert et être capable de voir les opportunités, c'est une autre façon de parler de cette compétence. Alors, autre compétence clé dans la résilience et qui est là depuis la modélisation de la résilience adaptée à l'humain par Boris Cyrulnik, c'est le lien aux autres. Donc, cette idée de partager ses ressources, de s'appuyer sur les ressources des autres quand cela est possible. Boris Cyrulnik parle de tuteur de résilience. Cette idée de tuteur de résilience, elle est vraiment clé puisque
Philippe a démarré ce webinaire en disant être conscient de ses ressources et les développer est absolument clé pour être résilient. Mais il s'avère que parfois, on n'a pas en soi l'ensemble des ressources nous permettant de rebondir justement et de nous adapter à l'environnement qui est difficile. Et donc, ces tuteurs de résilience, ils vont jouer un rôle clé pour nous tendre la main, nous donner des ressources que l'on n'a pas au moment où on en a besoin. C'est ce que l'on appelle une compétence qui est très peu utilisée en France, mais qui est bien connue dans le milieu anglo-saxon, qui est la coalescence. Cette idée de coalescence, elle consiste à partir de l'idée que je constitue mon écosystème et j'accepte je vais faire grandir les autres, grandir avec les autres. Donc là, elle casse complètement l'idée de je suis dans une relation client-fournisseur. C'est plus une relation partenariale dans laquelle celui qui donne du travail à un moment donné à un autre, ben c'est dans une direction et la fois d'après, ça peut être dans l'autre sens. Donc, ce lien aux autres, il est absolument essentiel et il renforce l'idée dont on parle aujourd'hui de fonctionnement écosystémique, parce qu'on voit bien que on ne sait pas qui a besoin de qui à un moment donné pour pouvoir être résilient et que cette résilience, elle concerne l'ensemble de l'écosystème dans sa globalité, y compris sur les aspects d'ailleurs de la planète, de la nature et du développement durable, qui sont des atouts précieux pour maintenir notre propre état de résilience. Alors, sur un plan plus collectif, nous avons choisi avec Philippe de vous représenter, même si la photo rend moins que le mouvement, mais un nuage des tourneaux. Alors, un nuage des tourneaux, pourquoi? Parce que j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà vu un nuage des tourneaux. Ce qui les caractérise, c'est le mouvement aléatoire les mouvements aléatoires qu'ils font et dans lesquels, alors que les scientifiques étudient le phénomène depuis des années, on ne sait jamais d'où va partir l'impulse de départ. Alors, qu'est-ce qui fait le déplacement d'un nuage des tourneaux? Eh bien, c'est deux choses. Le fait qu'un oiseau parmi cette nuée va identifier une opportunité pour aller manger, donc il va donner un signal et l'ensemble du nuage va se déplacer. Donc, aller manger, se nourrir. Et puis, un oiseau va identifier un danger et donc ils vont se mettre en mouvement pour non pas éviter le danger, mais véritablement le contourner. Alors, si on replace ça sur le plan de l'entreprise, on voit bien que cette agilité, cette adaptabilité et ce concept de résilience, en fait, est à la croisée des chemins entre la démarche individuelle et la démarche collective. Il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont résilientes. Elles sont résilientes si les individus qui les composent le sont, et à contrario, les individus le sont si l'entreprise l'est. Donc, qui est-ce qui va identifier des nouvelles sources de business dans une entreprise? Ce n'est pas forcément la direction du marketing ou le CEO, ça peut être aussi un opérateur ou une hôtesse de caisse qui va identifier, avoir une idée. Donc, c'est vraiment, ça milite pour l'emboîtement du top-down et du bottom-up, évidemment. Hein. Et idem pour les dangers. Donc, tout ça milite pour un fonctionnement dans l'entreprise dans lequel on a de l'autonomie, de la responsabilisation et la possibilité pour faire remonter des informations, des opportunités ou des risques, quel que soit son niveau et son job dans l'organisation. Tous acteurs, en fait, de l'agilité et de l'adaptation de l'organisation. Une grande intensité de communication, du coup, hein, c'est ça, Nathalie? Oui, grande intensité de communication. Exactement. Et puis, je finirai avec un sujet qui, là aussi, fait l'objet d'énormément de travaux scientifiques et dont on voit la portée chaque jour dans notre action. C'est cette notion, alors vraiment pas nouvelle pour le coup, vraiment classique et vraiment porteuse, sur la nécessité de l'écoute et de l'empathie pour être résilient. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la résilience,
qui est un concept dans lequel l'individu est très, très connecté à son écosystème, ça veut dire que chacun d'entre nous est amené à regarder, écouter, entendre où est l'autre pour pouvoir être à un moment donné un tuteur de résilience pour l'autre, en se mettant à sa place. Cette notion d'empathie est vraiment clé dans la résilience, puisque on ne sait pas en tant que personne ce dont a besoin la personne ou l'organisation pour pouvoir être résiliente. Il n'y a qu'en se mettant à sa place qu'on peut véritablement l'accompagner dans un mouvement de résilience. La résilience, c'est tellement intime, tellement profond pour chacun d'entre nous, que cette notion d'empathie est clé pour que nous soyons chacun, à notre mesure et selon nos fonctions, des accompagnateurs de la résilience des autres. Et ça nécessite ce mouvement d'empathie qui n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il prend du temps. Il nécessite de se poser avec l'autre et de faire un petit peu abstraction de soi, alors que pendant des années, on a gonflé notre capacité à être assertif, à pousser notre ego, à être combatif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être combatif et assertif. Ça veut dire simplement que c'est une combinaison pour chacun d'entre nous qui n'est pas facile entre un mouvement qui y va, qui est dans l'action, qui affronte la réalité, et en même temps qui prend ses temps de recul pour être toujours au contact des autres et au plus faible parmi les autres. Et Dieu sait si en ce moment, dans les collectifs en entreprise, notamment par rapport aux PSE qui sont en train d'avoir lieu ou autres difficultés, il y a des gens qui sont en grande difficulté. Et ces gens en grande difficulté, il nous faut se mettre à leur place et puis regarder aussi les effets collatéraux que ça peut avoir sur des gens qui sont en moins grande difficulté, mais parce que en fait, gérer la difficulté, même si on n'est pas soumis à cette difficulté, ça a plein d'effets collatéraux qui sont durables. Donc cette écoute et cette empathie, pour moi, elles sont vraiment au cœur d'une sorte de modèle de résilience durable, en fait. Voilà, j'en ai fini avec les 7 hashtags dont le nombre symbolique n'aura peut-être pas échappé à certains d'entre vous. Et c'est vrai que, merci beaucoup Nathalie, c'est vrai que quand on a préparé cette présentation, évidemment, on était forcément un peu frustré de s'arrêter à 7, puisque la liste pourrait continuer, hein, c'est un thème qui est très riche, mais il nous fallait choisir, et c'était effectivement les plus importantes à présenter aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est le lien avec quelque part ce que vous pouvez avoir comme priorité opérationnelle aujourd'hui, c'est-à-dire comment, d'une certaine façon, on peut utiliser cette lecture des compétences pour travailler dans vos organisations respectives d'une façon opérationnelle. Alors, pour ce faire, je vais prendre juste une minute pour présenter Praditus. Donc, Praditus, c'est une entreprise qui existe depuis 2014, très belle entreprise, que j'ai rejoint moi-même il y a 3 ans et demi, et qui a 600 000 utilisateurs. Je dis utilisateurs parce que Praditus a démarré comme une solution essentiellement online, comme un test de connaissance de soi, qui est un test de connaissance de soi approfondi, et avec le temps, il y a eu 2,3 millions de tests qui ont été passés sur Praditus, qui est disponible en 7 langues pour 230 nationalités. Mais plus important, en fait, Praditus est aujourd'hui présent sur des dispositifs variés, avec comme ADN fondamental d'aider à la connaissance de soi, aider au développement des soft skills en partant de la connaissance de soi. Donc c'est vraiment ça le point clé de Praditus aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une plateforme qui, du coup, traduit en réalité les tests, et ça c'est une spécificité vraiment très forte de Praditus, en compétences comportementales, c'est-à-dire que sur la plupart des tests, si on prend des tests comme le DISC ou MBTI ou d'autres tests que vous pouvez connaître, en réalité on est sur une description de la parfois
Sur Pradicus, on va avoir ces tests fondamentaux qui permettent à une personne de mieux se connaître en termes de personnalité, d'intérêt au travail, de motivation, de stress, donc une palette assez large, mais surtout traduire en fait ces résultats de tests en compétences comportementales ou en tout cas en prédisposition de compétences comportementales. Ce qui permet, et c'est ça le point principal qui va vous intéresser, de transformer votre problématique soft skills en quelque chose d'opérationnel. Vous pouvez par exemple avoir une problématique sur la collaboration dans votre entreprise ou justement la résilience, comme on vient d'en parler, ou bien pourquoi pas une question autour de l'inclusion, des comportements durables et pourquoi pas de la sécurité. Et avec Pradicus, en fait, on va mettre en place un modèle spécifique de compétences qui va répondre à votre attente et qui va permettre aux collaborateurs de votre entreprise de tout niveau, que ce soit en direction générale, en management ou pour les contributeurs individuels, de se positionner, d'apprendre à se connaître, mais aussi de bien comprendre quelles sont les prédispositions qu'ils ont dans le cadre de la thématique choisie. Donc, typiquement, on travaille avec des entreprises comme GRDF sur la logique de la sécurité. On travaille aujourd'hui avec une entreprise dont malheureusement on n'a pas eu le temps de valider le nom sur l'inclusion, justement, avec Nathalie, qui est un sujet très important. Sur la résilience, c'est un sujet de fond avec beaucoup d'entreprises. Et je pense que c'est ça qui nous a rapprochés avec Nathalie, notamment, c'est le fait de pouvoir offrir en début de dispositif une approche de la connaissance de soi stratégique. Stratégique pourquoi? Parce que, quelque part, complètement intégré à la stratégie de l'entreprise. Et puis des dispositifs adaptés pour Pradicus, donc sous forme de formation, de connaissance de soi, de dispositifs purs de connaissance de soi et d'orientation, des formations qui vont avoir lieu en individuel ou en collectif, et aussi des ateliers d'équipe sous forme de dynamique d'équipe. Donc ça, il y a également une offre importante sur ce point-là. Et le tout parfois combiné, c'est-à-dire qu'il y a parfois des dispositifs qui combinent à la fois des logiques de connaissance de soi, des formations sur les soft skills, avec des coachs ou des formateurs à distance ou en présentiel, et puis des ateliers sur la logique d'équipe. On accompagne également des coachs, des psychologues et des professionnels RH à se former et à être certifiés à notre solution pour justement bénéficier de notre expertise pour pouvoir monter leur propre dispositif. Voilà, alors on travaille avec des entreprises variées, de tailles diverses. Donc ça va de Airbus, dans lequel on a la chance d'avoir 50 000 personnes qui font confiance à Pradicus, Orange, sur lequel une entreprise avec laquelle on a de nombreux programmes, mais plein d'autres que vous voyez sur l'écran. Le propre de Pradicus, c'est d'avoir commencé avec des entreprises très importante. Et aujourd'hui, en réalité, on travaille avec des représentants d'un petit peu tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprises. Plus récemment, on a commencé à travailler beaucoup plus avec des entreprises tech, médias, alors que dans le passé, on était beaucoup sur l'industrie. Donc, on est aujourd'hui dans une situation dans laquelle on travaille avec des projets variés. Mais ils ont tous un point commun, c'est ce focus mis sur le développement de chaque être humain qui compose l'entreprise et cette volonté vraiment d'aider les personnes qui la composent à mieux se comprendre, mieux se connaître pour se développer, mais en connaissance de cause et en étant bien accompagné. Sur ce, j'aimerais, avant de passer aux questions, j'aimerais vous poser, et là, maintenant que vous m'avez écouté un petit peu sur Pradicus et notre métier, on va voir un petit peu ce que vous avez retenu des différentes compétences dont on vous a parlé. Je vous propose un dernier petit sondage et puis après, on passera aux questions. Donc, aujourd'hui, quelle est la compétence que vous jugez la plus importante pour améliorer votre résilience? Vous étiez parti de niveau correct, mais si vous devez miser sur quelque chose, sur une compétence en particulier, une qu'on a pu nommer, laquelle serait-elle?
Ah, on a la visualisation positive est en train de prendre un lead significatif. Effectivement, c'est pas la plus facile à travailler, on est d'accord, elle est complète. Elle est même écrasante. L'écoute et l'empathie remontent. La capacité à donner du sens, pas mal. Voilà, donc on a visualisation positive en lead, hein, 50% de vote quand même, donc vous êtes clairement orienté sur ce point-là. Euh, en deux, on a ex aequo la capacité à donner du sens et l'écoute et l'empathie. Et puis ensuite, ça se partage la proactivité, bon, pas trop, la capacité de créer du lien avec les autres et l'agilité. Alors là, pour le coup, on en a peut-être trop parlé dans le passé, ne récolte que 4% de votes. C'est intéressant. Ouais. Peut-être ce qu'on peut, Philippe, sur visualisation positive, c'est que là, on est au cœur de Pradicus, hein, dans laquelle moi, je ne suis pas ni salarié ni actionnaire, mais je promeus vraiment cette solution parce que j'en vois vraiment tous les bienfaits. C'est que pour pouvoir faire de la visualisation positive, il faut vraiment avoir un système de gestion émotionnelle assez bien rodé pour pouvoir, quelles que soient les situations, pouvoir être en capacité de se projeter positivement. Et donc, ce qu'offre Pradicus, en fait, en termes de connaissance de soi, avec un niveau extrêmement approfondi, à la fois de sa base de personnalité et de tout un tas d'autres dimensions, dont la gestion émotionnelle, permet d'être absolument au clair sur ce qui se passe à l'intérieur et de pouvoir faire un plan individuel de développement en fonction de ce qu'on va trouver comme diagnostic. Mais visualisation positive est très liée à gestion émotionnelle, qui est un sujet sur lequel nombre de dirigeants et de managers ont un petit peu de mal à aller, puisque tout le monde ne fait pas encore le lien, malheureusement, entre cette gestion émotionnelle et la performance. Merci pour cette contribution, Nathalie. C'est vrai que de façon, pour ajouter quelque chose là-dessus, c'est vrai aussi que on a de nombreuses personnes qui pensent avoir identifié un thème et lorsqu'ils font Pradicus et qu'ils passent les tests et qu'ils apprennent à se connaître avec leurs compétences, etc., parfois ils identifient aussi quelque chose d'inattendu. C'est pas toujours le sujet le plus confortable pour eux d'ailleurs, raison pour laquelle il n'était pas forcément venu à leur esprit auparavant. Et du coup, effectivement, le principe de connaissance de soi pour avancer sur n'importe quel des thèmes est vraiment puissant puisqu'il permet d'adapter sa réponse et de se sentir plus confortable et d'avoir une confirmation effectivement sur ce qu'on pense être vraiment le sujet prégnant. Donc, typiquement, lorsque je vois moi un sondage avec 50% de personnes qui se disent projection positive, donc c'est effectivement probablement une information en soi, mais une question que je me pose, c'est est-ce que fondamentalement, si ces personnes-là réalisaient le test Pradicus, elles réaliseraient peut-être pas qu'il n'y a pas une autre compétence sur laquelle il y a un vrai besoin autour de la résilience qui, chez elles, est peut-être sous-développée également. Voilà, sur ces quelques réflexions qui sont, on pourrait continuer longtemps, mais il nous reste 7-8 minutes et c'est bien de vous écouter. Quelles sont vos questions par rapport à ce sujet vaste que nous venons d'aborder, à la fois sur la résilience et bien entendu sur les dispositifs Pradicus? Alors, On a une question, Philippe, sur merci pour votre présentation. Peut-on donc en conclure que la résilience serait plus une stratégie d'entreprise faite de valeurs et visions qui s'appuieraient sur certains comportements collectifs plutôt qu'un savoir-être, même si une personne peut se déclarer résilience de manière très personnelle? Tu as envie de répondre? je te propose de répondre. J'ai l'impression que tu as déjà réfléchi à la réponse. Ok, alors vraiment, à la fois, encore une fois, par rapport à tous les travaux qui existent sur la résilience en entreprise et par rapport à la pratique qui est la nôtre d'accompagnement, il me semble que c'est vraiment une combinatoire. Et que souvent, en fait, on traite la résilience par l'aspect individuel, là où, en réalité, en effet, il faut la combiner, cette résilience individuelle, qui est beaucoup autour de permettre aux gens de connaître et de développer leurs ressources, d'où l'utilité d'outils comme Pradicus. Donc ça, c'est pour la partie individuelle.
Mais la résilience individuelle, si elle n'est pas sortie d'un projet collectif qui donne du sens, d'un mode de gouvernance dans lequel les gens peuvent s'exprimer, être autonomes, faire le vol des tourneaux, en fait, si on est résilient individuellement dans une entreprise qui est écrasante ou qui sombre dans une stratégie que de réduction de coûts, en fait, ce n'est pas de la résilience. Donc, c'est une combinaison des deux. Peut-être y a-t-il d'autres questions que vous pouvez nous adresser également par le chat si vous le souhaitez. Alors, en attendant qu'on ait une autre question, je vais aussi poursuivre sur celle-là, puisqu'il y a un autre point qui me vient en tête, qui est, il y a un autre bénéfice à utiliser une solution comme Pradicus pour travailler sur la résilience dans une logique organisationnelle. En fait, c'est le fait de partager un langage commun. Donc, autour, et d'ailleurs autour des autres thèmes également. Donc, en termes de stratégie d'entreprise, pour accompagner chaque individu à être résilient, c'est une chose, mais pour que l'entreprise réalise sur quel point elle se doit de devenir plus résiliente, quelque part, c'est intéressant de pouvoir analyser les résultats combinés d'une masse importante de personnes. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il faut aussi savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, finalement, le langage des compétences est un langage relativement complexe. La définition d'une compétence n'est pas si facile à assimiler. Et le fait d'avoir, on va dire, une solution, un système qui est connu de tous, qui est commun pour tous et qui peut faire office de langue commune, ça peut permettre justement de travailler concrètement sur des compétences qui étaient quelque part difficiles à saisir auparavant, puisque tout le monde les formulait différemment à leur sauce, entre les départements, les managers, les contributeurs individuels. Alors, pendant que j'étais en train d'élaborer, tu as dû identifier une autre question. Oui, tout à fait. Est-ce à cause de la pandémie que ce terme de résilience est à la mode? Or, la pandémie demande de revoir nos process, nos méthodes, nos modes de management, donc de nous renouveler. Oui, la résilience, elle a été remise au goût du jour parce que concrètement, on ne savait pas si on allait s'en sortir et comment on allait s'en sortir. Donc, c'était le bon terme, le terme choisi, disons. Et pour moi, cette nécessité de revoir les process, les méthodes, les modes de management et de se renouveler est justement une opportunité de développer de nouvelles formes de résilience. Parce qu'encore une fois, dans la résilience, il y a cette idée de l'adaptation permanente à un environnement dans lequel il va y avoir tout un tas de choses imprévisibles. Il y a la résilience, mais dans ce renouvellement de process, de méthode, il y a une opportunité de renouveler le modèle. Donc tout ça est bien raccord. En tout cas, en théorie. Après, en pratique, c'est plus compliqué, mais c'est bien raccord. Oui, d'ailleurs, ça fait écho à ce qu'on avait dit tout à l'heure sur le fait de pouvoir saisir les nouvelles opportunités également, hein. C'est-à-dire, finalement, lors d'une pandémie, comme on vient de la vivre, ou on est encore en train de la vivre, il y a une question de réussir à se renouveler en tant qu'organisation, en tant que personne également. Et ça signifie que sous le stress, sous un niveau de stress important, être en mesure de continuer de voir des opportunités et d'investir sur ces opportunités à tous les niveaux. C'est quelque chose d'important. Alors, je vois une autre question qui est: quel serait l'outil de mesure sur la progression de la résilience dans une organisation? Qu'en penses-tu, Nathalie? Moi, j'ai répondu dans le chat qu'il existe en fait des baromètres de mesures qui permettent vraiment de mesurer la résilience individuelle, collective et de l'organisation, qui est sur la base de, comme la plupart des baromètres en entreprise, hein, de questions liées à la résilience et sur lesquelles les individus se positionnent. C'est une combinaison de réponses d'individus avec des mini-audits d'organisation pour voir dans quelle mesure l'organisation est également résiliente. Très bien. Alors, permet de vous relancer une dernière fois. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se dise au revoir? J'ai l'impression que non. Alors, du coup, je propose, Nathalie, de conclure pour tenir le timing. Donc,
Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui, pour votre participation à ce webinaire. J'ai été ravi avec lui et rien ne nous ferait plus plaisir que de continuer la conversation et de parler de vous, parce que là, on a parlé de nos opinions, mais finalement, on n'a pas fait connaissance avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Là, je vous laisse tout simplement mon adresse email pour faire simple, philippe@pradicus.com pour continuer la conversation. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi. Et ben voilà, c'est une conversation qui est lancée comme ça, et au plaisir d'échanger avec vous sur tous ces sujets, en effet. Et bien entendu, tous ces sujets-là, pour simplifier, j'ai juste mis mon adresse email, mais nous partagerons avec Nathalie, nous vous répondrons ensemble et nous continuerons la discussion ensemble. On vous souhaite une très très belle journée et puis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.